Merci. Bon, je n'ai pas besoin de me présenter, puisque Cécile l'a fait pour moi. Donc, je vais attaquer directement le sujet des points chauds volcaniques. Peut-être qu'il manquait ce mot-là au titre. Points chauds volcaniques en Polynésie française. Bon, ce sont des choses un petit peu compliquées, donc je vais faire quelques rappels au début, et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Pour comprendre comment se forment les points chauds ou comment est-ce qu'ils existent. Donc la croûte terrestre, en fait, est formée d'une sorte de puzzle, de mosaïque de plaques de deux types, plaques océaniques et plaques continentales. Et nous, en Polynésie, on est ici sur cette grande plaque océanique qui est la plaque pacifique. C'est une des plus grandes plaques qui existent à la surface du globe. Alors, toutes ces plaques se déplacent les unes par rapport aux autres. Elles peuvent s'écarter, se cogner, par exemple du côté de l'Himalaya. On a la collision de l'Inde avec la plaque Asie. Et ces plaques aussi, les plaques océaniques, peuvent s'enfoncer sous d'autres plaques et disparaître complètement. Au niveau de Tahiti, bon, la plaque pacifique se déplace lentement, de l'ordre de 10-11 cm par an, mais c'est quand même une vitesse rapide par rapport aux autres plaques. Et donc ce déplacement se fait vers le nord-ouest. Donc il ne faut pas oublier ce fait, c'est que sans s'en apercevoir, eh bien, chaque année on se déplace de 11 cm vers le nord-ouest. Et donc d'ici quelques millions d'années ou dizaines de millions d'années, eh bien, Tahiti rejoindra les îles Tonga, ce qui simplifiera les voyages en raccourcissant la distance. Alors, ce petit diagramme va vous expliquer rapidement comment fonctionnent les plaques. Vous avez ici une dorsale océanique, c'est-à-dire l'endroit où se forme la croûte océanique. Cette partie-là, c'est une plaque océanique qui se déplace dans cette direction et au contact d'une plaque continentale va plonger dessous. Donc cette plaque-là se forme ici, se déplace et ensuite disparaît en s'enfonçant. Ce phénomène qui est quasiment permanent donne naissance à trois types de volcans. Donc le premier type de volcanisme, c'est un volcanisme de rides, ici, qui est très peu visible puisqu'il se produit à très grande profondeur au milieu des océans, au milieu de l'Atlantique ou au milieu du Pacifique. Et donc on a très peu de possibilités de le voir, si ce n'est d'envoyer des soucoupes plongeantes, prendre des photos à 2000 ou 3000 mètres de profondeur. L'autre type de volcanisme, c'est ce volcanisme-ci, qui se trouve en bordure de la plaque continentale et qui résulte de la fusion de la plaque océanique. Donc on a des espèces de bulles de magma en fusion qui remontent et qui finissent par sortir en formant des volcans. Donc ces volcans, c'est ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. Et donc elle comprend tous les volcans qui se trouvent en Amérique du Sud le long de la côte, les volcans aussi des Tonga, Kermadec, les volcans du Japon ou d'Alaska sont des volcans formés par la subduction. Et puis on a une troisième sorte de volcan, cette sorte de volcan qui se trouve au milieu des plaques océaniques. Ici, au milieu d'une plaque océanique, on verra qu'il y en a aussi au milieu des plaques continentales. Et ces volcans ont beaucoup intrigué les géophysiciens dans les années 1950-1960, parce que ça ne collait pas avec la théorie de la tectonique des plaques. Donc
en tectonique des plaques, on s'attend à avoir du volcanisme sur les rides, du volcanisme au niveau des subductions, mais pas au milieu des plaques. Or, il y a un Canadien, John Tuzo Wilson, en 1963, qui a étudié un petit peu ces volcans qui se trouvaient en plein milieu de l'océan. Il s'est surtout basé sur Hawaï. Et en étudiant les roches et la structure des îles hawaïennes, il en a déduit que cet alignement d'îles d'Hawaï devait avoir pour origine une source magmatique. Mais il n'a pas été plus loin dans la recherche, mais l'idée était déjà lancée. Et en 1971, William Jason Morgan, qui était américain, lui a émis la théorie que ces alignements d'îles, en particulier Hawaï, eh bien, étaient formés par un panache d'origine mantélique. Donc en 1971, on commençait à avoir déjà une meilleure idée de la structure du globe, et donc pour lui, la formation des points chauds était liée à l'existence de panaches dans le manteau terrestre qui remontait, qui ramenait du magma chaud en surface, et ce magma chaud arrivait à traverser la croûte océanique facilement, parce qu'elle n'est pas très épaisse, la croûte océanique elle fait 10-12 km d'épaisseur, et ce magma donc, était émis en surface et formait des volcans. Donc eux deux se sont basés sur l'archipel d'Hawaï, qui est vraiment un cas d'école relativement facile à interpréter. Après, d'autres chercheurs se sont dit on va essayer de trouver ailleurs d'autres points chauds, et on en a trouvé un peu partout, dans les océans, sur les continents, avec quand même une assez grande dispersion. Alors le nombre de points chauds existants, ça dépend suivant les auteurs. Alors, il y a des auteurs qui en donnent une cinquantaine, d'autres 140 au total à la surface du globe. Sur cette carte-là, il manque 11 points chauds qui seraient situés en Antarctique. Donc il n'y a pas que dans les pays tempérés ou au niveau des tropiques qu'il y en a, même sur les continents froids, donc il y a des points chauds. Alors on remarque des choses assez curieuses dans la répartition, c'est que par exemple en Amérique du Sud, au niveau du continent, on n'a aucun point chaud. Au niveau de l'Asie, on n'en a pas tellement dans cette zone-là. Au niveau de l'Australie, il y en aurait deux. En Amérique du Nord, on a quelques points chauds, dont Yellowstone. Et puis, il y a un autre continent, par contre, qui est très riche en points chauds, c'est l'Afrique. Alors pourquoi ? Là, on ne sait pas encore. Pourquoi est-ce qu'il y en a autant en Afrique ? Et pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas du tout en Amérique du Sud ? Ça reste à expliquer. Pour ce qui concerne la Polynésie, ici, vous en voyez 5. Donc les Marquises, ici, le point chaud de Tahiti, un point chaud ici qui doit être le point chaud de Rarotonga, un point chaud pour les Australes, un point chaud pour les Gambiers, Pitcairn, et celui-ci c'est le point chaud des monts sous-marins Fondation, qui sont très peu connus et très difficiles à étudier. Donc on voit que ici, pour la Polynésie, on en aurait 5 en comptant celui des îles Cook. Alors les chercheurs ont continué à étudier ces points chauds, et notamment en étudiant les éléments traces, les isotopes de certains, par exemple du plomb. Et ils se sont rendus compte que ces éléments traces se regroupaient en 3 familles, et que probablement les points chauds d'Hawaï, par exemple, étaient des points chauds primaires d'origine très profonde, qui ont une certaine signature au niveau des éléments traces. Les points chauds de Polynésie, eux, seraient plutôt des points chauds dits secondaires, avec une origine d'environ
500 km de profondeur. Donc le matériau, ici, c'est du matériau qui vient de 2900 km de profondeur. Là, il vient seulement de 500 km, moins profond. Et c'est pour ça que les laves n'ont pas la même signature isotopique. Ça permet de les distinguer. Et puis enfin, on a une troisième catégorie, les points chauds superficiels. L'exemple, c'est les îles Balénies, où là, on a encore une signature isotopique différente. Donc là, on a progressé, on a réussi cette fois à catégoriser nos points chauds en 3 catégories. Et ces 3 catégories, donc, elles ont été définies quand même assez récemment, puisque ça remonte seulement à 2010. Alors, quand on parle de points chauds, il ne faut pas s'imaginer quelque chose de très ponctuel, mais plutôt une zone qui fait entre 100 et 200 km de diamètre, et qui peut compter plusieurs volcans. Mais on a aussi des zones anormales, comme la zone des Comores, avec donc l'île de Mayotte, ici, qui a fait parler d'elle il y a 3-4 ans, parce qu'il y a eu une grosse activité volcanique à côté de Mayotte, dans cette région-là. Mais ce qui est très curieux pour les Comores, c'est qu'on a aussi du volcanisme très récent, et même un volcan en activité, ici, le Karthala, qui est à l'autre bout de l'alignement d'îles. Donc ça contredit un petit peu la théorie d'un point chaud et puis des volcans qui s'alignent de plus en plus vieux. Donc pour les Comores, il faudrait plutôt envisager l'hypothèse d'une ligne chaude qui émet à différents endroits et forme des volcans en activité sur toute cette ligne-là. Donc c'est encore un raffinement de la théorie des points chauds. C'est que on peut avoir des points chauds un petit peu anormaux en forme, et non pas des points, mais des lignes. Pour la Polynésie, alors on a découvert qu'au niveau de la Polynésie, on avait une zone anormale, ici, au niveau de la zone de transition entre 410 et 660 km de profondeur. Cette zone de transition, elle est amincie. On a remarqué aussi qu'en Polynésie, on avait un gradient thermique un peu plus élevé qu'ailleurs, c'est-à-dire une température de la croûte qui était supérieure à celle qu'on peut avoir, par exemple, dans le Pacifique Nord. Et puis, on a découvert aussi un bombement de quelques centaines de mètres qui s'expliquait mal sur toute la Polynésie. Donc, on interprète cette espèce de zone anormale comme avec l'existence d'un panache qui remonte de très profond, qui forme ici une espèce de zone très large, anormalement chaude, et cette zone alimente un certain nombre de panaches, mais secondaires, qui forment les points chauds de Polynésie en les alimentant. Alors qu'à la différence de la Polynésie, Hawaï est directement alimenté par un panache remontant de 2900 km de profondeur. Alors, la formation des alignements de volcans, elle est assez classique. Donc, on a ici un point chaud qui donne naissance à Tahiti. À côté, on a Moorea qui est un petit peu plus ancienne et qui s'est déjà décalée d'après le mouvement de la plaque, qui est de l'ordre de 10-11 cm par an. Et puis, 1 million d'années passent environ. Le point chaud est toujours au même endroit, mais la plaque s'est décalée. Tahiti n'est plus à la verticale du point chaud. Elle s'est décalée d'environ 180 à 200 km. Et cette fois, le point chaud alimente le volcan de Mehetia, qui grandit et qui est en activité encore aujourd'hui. Donc on va avoir une succession d'îles ou de monts sous-marins qui vont être de plus en plus vieux au fur et à mesure qu'on s'éloigne
de la position du point chaud. Maitia, donc c'est l'âge 0, un volcan en formation. Tahiti a environ 1 million d'années. Moorea est un petit peu plus vieille. Et puis quand on s'éloigne vers les îles sous le vent, on a des âges encore plus anciens. Alors combien a-t-on de points chauds en Polynésie? Eh bien c'est encore difficile à dire. On a un point chaud certain aux Marquises. On a un point chaud au niveau de Maitia, qui a alimenté les îles de la Société. On a un point chaud au niveau de Pitcairn, un point chaud au niveau des Australes ici, un autre ici et un autre ici. Et puis, j'oubliais une ride volcanique ici dont on parlera à la fin. Ah. Oups. Alors le point chaud de Tahiti, il a été étudié par Jacques Talandier. Jacques Talandier a installé le laboratoire de géophysique en 1960 à Tahiti et a installé un réseau sismique d'abord à Tahiti puis dans les autres îles, et il a commencé à enregistrer des tremblements de terre. Et donc il a bien sûr pris connaissance de la théorie des points chauds en 1971, et en 1976 il a identifié l'existence d'un point chaud à Tahiti en se basant sur la sismicité qui était quand même assez importante autour de Tahiti et qui était anormale, puisque normalement au milieu d'une plaque il n'y a pas de sismicité. Et donc il a publié un article en 1976 où il a affirmé que Tahiti était un point chaud. Cette affirmation a été confirmée dans les années suivantes en utilisant les datations radiochimiques des roches basaltiques qui forment les îles de la Société. Et on a constaté que les âges de Bora Bora, de Wainé, de Raiatea étaient bien plus anciens que les âges de Tahiti ou Maitia. Donc vous voyez ici le graphique qui donne les âges des différentes îles. Donc Maitia, c'est l'âge 0. Vous avez ensuite Tahiti, avec la presqu'île, qui est un petit peu plus jeune que l'édifice principal de Tahiti. Vous avez Moorea, qui est un petit peu plus vieille, et puis on fait un saut entre Moorea et Wainé, pas d'île, donc il faut supposer que le point chaud n'était pas très actif pendant cette période-là. Et ensuite on a Wainé, avec des âges de l'ordre de 3 millions d'années, un peu plus, Raiatea, Taha, un peu plus vieille, Bora Bora, où on arrive à 4 millions d'années, et Maupiti vers 4,5 millions d'années. Donc, et quand on trace une droite à peu près dans toutes ces datations, eh bien on voit qu'on retrouve une vitesse de 11 cm par an, ce qui est cohérent avec la vitesse de déplacement de la plaque qu'on a mesurée par d'autres méthodes. Et donc toutes ces îles vont évoluer. Maitia, c'est vraiment un cône volcanique qui sort de la mer. Tahiti, Moorea, bon, on a quand même un gros édifice volcanique présent, quand même assez érodé, mais on a des hauteurs quand même relativement importantes, du relief. Mais on a déjà un récif en formation et un lagon. Et puis quand on va se décaler vers les îles sous le vent, eh bien la partie volcanique va se réduire de plus en plus pour devenir presque résiduelle à Maupiti, et le lagon va prendre de plus en plus d'importance, s'élargir pour, par exemple, à Bora Bora, donner cet énorme lagon qu'on connaît. À l'extrême, au bout de la chaîne, là, on a quasiment
plus de roches volcaniques, on a des atolls, donc probablement comme ceux de Mopelia ou Scilly, mais ces atolls n'ont pas pu être datés puisqu'il n'y a pas d'affleurement de roches basaltiques, et donc on ne sait pas s'ils ont été formés par le point chaud de Maitia ou si ce sont des atolls beaucoup plus anciens qui existaient déjà auparavant. Donc, si on détaille un petit peu le point chaud de Tahiti, vous voyez qu'ici, le point chaud, il occupe toute cette zone. Les triangles là, ce sont les volcans qui ont été identifiés et nommés. Vous en avez 6 qui sont certains, un 7e ici qui est probable, et sur ces 6 là, il y en a 3 qui sont entrés en éruption relativement récemment. Maitia en 1981, Teaitia de 1982 à 1985, et puis le volcan Rokar, du nom du père du Premier ministre, qui était géophysicien et qui a fondé le laboratoire de géophysique en métropole. Et donc ce volcan Rokar, lui, a eu une activité volcanique en 2015. Donc, tous ces volcans-là sont relativement imposants, mais on ne s'en aperçoit pas parce qu'ils sont sous la mer. Maitia fait 300 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, mais la base de Maitia est à moins 4500 mètres de profondeur. Donc on a presque 5000 mètres de hauteur de cône volcanique. Donc on dépasse le Mont Blanc, Maitia dépasse largement le Mont Blanc en hauteur. D'autres volcans sont un petit peu moins profonds. Mauapia le sommet est à 300 mètres de profondeur seulement. Donc il ne manquerait pas beaucoup pour qu'il puisse ressortir en surface. Siana, Rokar, Teaitia et Turoy sont des volcans un peu plus profonds, entre 1000 et 2000 mètres de profondeur. Donc voilà une image du relief du volcan Siana. Son sommet est à 1400 mètres de profondeur et sa base est à 3000 mètres. Donc on a quand même un beau cône volcanique. Et donc il a la forme classique d'un volcan de point chaud avec des sortes de crêtes radiales et sur lesquelles existent des petits cônes volcaniques. Et la lave émise par Siana se focalise sur les flancs ici. Donc le volcan Siana, il est quand même assez loin de la surface et il n'est pas certain qu'il puisse émerger un jour, puisqu'il est déjà un petit peu âgé. Le point chaud s'est déjà décalé vers l'est, ou plutôt c'est le Siana qui s'est décalé vers l'ouest. Donc Siana restera probablement dans cet état-là. Alors tous ces volcans qui sont en activité, plus ou moins profonds, parfois émergés, engendrent une activité sismique. Et donc vous voyez ici tous les tremblements de terre qui ont été enregistrés par le laboratoire de géophysique depuis 1960. Donc vous voyez bien sûr que les concentrations de tremblements de terre se situent au niveau des volcans, au niveau de Siana, Maitia, Rokar, Teaitia, Turoy, Mauapia aussi. Donc c'est classique, ce sont des volcans en activité avec des failles, des fractures, et donc forcément on enregistre une petite sismicité qui est de magnitude assez faible. La magnitude la plus forte sur la carte est de 4,9 ici, mais la plupart de ces séismes font entre 2 et 3 de magnitude. Alors la zone un petit peu anormale et intéressante, c'est cette zone-ci, parce qu'on n'a pas de relief sur le fond marin à ce niveau-là. On a une plaque océanique plate, et on a pourtant un gros nuage de tremblements de terre. Alors, une zone active sans volcan, c'est un petit peu étonnant, mais
c'est peut-être dans cette zone-là que se formera le prochain volcan de l'archipel de la Société. Le point chaud, lui, est peut-être le plus actif dans cette région-là. Donc il commence à fragiliser la plaque océanique. Et quand elle sera suffisamment fragilisée, fracturée, eh bien, la lave trouvera son chemin et formera des petits cônes volcaniques au fond de la mer qui vont grandir progressivement. Alors, l'année dernière, je me suis livré à des recherches dans les archives de Tahiti, très intéressantes, longues, un peu fastidieuses, mais très intéressantes parce que ça m'a permis de découvrir un certain nombre de crises sismiques qui étaient inconnues. Le laboratoire de géophysique, il existe depuis 1960. Donc depuis 1960, on a pu surveiller tout ce qui se passait au niveau des volcans. Avant, par contre, il n'y avait aucune station sismique. Donc on a très peu d'informations sur les éruptions volcaniques avant 1960. On peut juste trouver des informations sur les séismes qui ont été ressentis par la population de Tahiti et de Moorea. Et pour ça, il faut aller chercher ces informations dans différents écrits de voyageurs, dans les premières revues publiées à Tahiti, dans le journal officiel aussi de Tahiti, les tout premiers numéros. Et donc, j'ai trouvé en 1795, la veille de l'arrivée de l'Évangile, l'existence d'une crise sismique, puisque la veille de l'arrivée de l'Évangile, les Tahitiens ont ressenti 3 gros tremblements de terre, un le matin, un le midi, un le soir. Et donc ces tremblements de terre-là, aussi rapprochés, font penser quand même qu'il y a eu une éruption volcanique quelque part à proximité de Tahiti, mais on ne peut pas en dire plus. Ensuite, j'ai trouvé dans les archives, entre 1850 et 1855, pas mal de mentions de séismes ressentis à Tahiti, et des fois dans la presqu'île, donc forcément des gros séismes. Alors que dans les années précédentes, j'ai rien trouvé. Donc on a probablement aussi, dans ces années-là, une éruption volcanique qui s'est produite quelque part, encore, à proximité de Tahiti. En 1918, fin 1918, alors ça c'est très intéressant parce que ça a été complètement oublié, et pour la raison suivante, c'est qu'en novembre 1918, la grippe espagnole arrive à Tahiti. Elle fait énormément de morts, elle fait plusieurs milliers de morts rien que sur Tahiti. Elle traumatise la population et en même temps que cette épidémie se propage, eh bien, il y a une série de tremblements de terre qui se produisent et qui sont très fortement ressentis. Donc j'ai retrouvé des témoignages dans un journal d'une jeune fille de 17 ans qui écrivait donc dans son journal jour par jour ce qui se passait. Elle parlait beaucoup de l'épidémie évidemment, mais de temps en temps elle notait ce genre de choses. Impossible de dormir cette nuit, les tremblements de terre n'ont pas cessé. À minuit nous avons eu très peur, toute la maison était secouée, la mer grondait terriblement. Bon, il y a d'autres mentions encore, là je cite que les 2 plus intéressantes. Et le 29 décembre, elle raconte encore que la nuit dernière, il y a eu beaucoup de tremblements de terre, j'étais réveillée par un forlon. Et quand elle dit forlon, c'est 1 heure environ. Elle dit que c'est tout à fait la même sensation que l'on ressent en mer. Alors ça c'est hyper intéressant, parce que ce qu'elle a ressenti là, de très long et qui lui fait penser au mouvement d'un bateau, c'est pas un tremblement de terre, mais c'est un trémor volcanique. Donc là, on est sûr à 100% qu'en 1918, c'était une éruption volcanique très violente à proximité de Tahiti, qui a été très fortement ressentie par la population
Et ça a duré jusqu'en 1921. Et en 1919, j'ai retrouvé un télégramme du gouverneur qui était expédié au ministère des colonies, et le gouverneur se plaignait et disait qu'entre mai et juin 1919, la terre n'avait pas arrêté de trembler, et donc l'administration était quand même inquiète de ce qui se passait. Et puis la crise a fini par se terminer vers la mi-1921. Et puis ensuite, de 1921 jusqu'aux années 80, eh bien, je n'ai pas trouvé de témoignage de séisme ressenti dans la région du Point Chaud, à Tahiti ou Moorea. Et donc il faut attendre 1980, où là on a une éruption volcanique à Meetia, sous-marine, qu'on a très bien identifiée, puisque là on avait notre réseau sismique. Alors si on regarde le temps de retour entre ces crises volcaniques, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 60-70 ans d'écart entre chaque crise volcanique. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est vraiment une périodicité? C'est encore très difficile à dire, vu qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas encore bien le fonctionnement des points chauds. En tout cas, à Hawaï, il n'y a pas de périodicité. Le point chaud d'Hawaï est en activité permanente. Il n'y a pas de régularité. Alors que Tahiti, il semble qu'il y en ait une. Alors, c'est intéressant parce que si on extrapole ça, 1981 plus 60 ans, ça nous donne peut-être aux alentours de 2040 une éruption volcanique dans la région du point chaud de Tahiti. Donc, à voir. Donc voilà Meetia. L'île la plus jeune, donc on reconnaît classiquement un volcan avec son cratère, les pentes du volcan qui sont là formées de scories, de cendres volcaniques, et puis en bas, au pied du volcan, ici, dans cette zone-là, on a des coulées de basalte, on a un piton ici de roches volcaniques. Donc Meetia est âgé de 25 à 75 000 ans pour les roches qu'on a pu échantillonner ici, mais c'est toujours considéré comme un volcan en activité puisqu'il a eu une éruption en 1981 qui était sous-marine. On va examiner maintenant le point chaud des Marquises. Pour le point chaud des Marquises, l'existence d'un point chaud est confirmée par les datations des îles des Marquises. On retrouve les îles les plus anciennes ici, au nord-ouest, Eiao, Atuta, des âges moyens à Nuku'iva ou à Pou, un peu plus récents à Ivaoa, et puis très récents au niveau de Fatu'iva et puis de Motunao, qui est juste un petit rocher qui dépasse de la mer, mais qu'on a réussi à dater. Le point chaud actuel, il serait dans cette zone, mais apparemment, il n'y a pas de volcan récent sous-marin dans cette zone-là. C'est une zone compliquée parce qu'on a en plus ici les restes d'une faille transformante. Et puis ce qui intrigue aussi beaucoup les géophysiciens, c'est que la plaque se déplace dans cette direction-là, alors que l'alignement des îles, lui, n'a pas la même direction. Et on a à peu près 30 degrés d'écart. Pourquoi? On ne sait pas. Ça voudrait dire que le point chaud s'est déplacé latéralement. Parce qu'il y a 5 millions d'années, il aurait fallu qu'il soit ici. Et puis qu'il se décale progressivement dans cette direction-là pour modifier l'alignement, l'orientation de l'alignement. Pourquoi est-ce qu'un point chaud se décalerait? On ne comprend pas très bien pourquoi. C'est encore quelque chose à étudier. Donc le point chaud de Pitcairn. Alors le point chaud de Pitcairn, c'est pas un point chaud très très actif, mais il a quand même donné naissance à l'île Pitcairn, environ 340 milliers d'années. Mangareva, 5 millions d'années, Mururoa et Fangatofa en environ 9, 10, 11 millions d'années.
Peut-être Ereretue et puis les autres îles, les autres atolls qui sont à côté, Anuanuraro, Anuanurunga et puis Nukutepipi. Mais comme ce sont des atolls, on n'a pas de datation. Si on avait une date, on pourrait confirmer l'appartenance de Ereretue à l'alignement. Donc vous voyez très bien l'évolution de la forme. Pitcairn entièrement volcanique et rocheuse, les Gambiers avec des pointements volcaniques autour d'un énorme lagon, et puis ici Mururoa, un atoll parfait, sans affleurement volcanique. Mais comme on a fait des forages à Mururoa, on a touché le basalte ici à 600 mètres de profondeur et on a pu dater le basalte et obtenir ces âges-là. Donc voilà l'alignement de Pitcairn. Bon, c'est un point chaud, je dirais, qui n'est pas très original. Bon, il a produit quelques îles qui sont relativement bien alignées, les âges correspondent. Bon, pas de difficulté. On a découvert deux volcans très récents ici, le mont Bounty et le mont Adams. Ce sont des gros volcans sous-marins récents. Bounty est à moins 500 mètres de profondeur et Adams à 50 mètres seulement de profondeur, donc presque affleurant. Et puis autour de ces deux volcans, on a découvert aussi au sonar beaucoup de petits cônes volcaniques. Toute cette région-là apparemment est très très active. Donc vous voyez ici une carte détaillée de la bathymétrie, donc avec le volcan Bounty ici, le volcan Adams, et puis d'autres cônes, Christian, Young, McCoy, etc. Bon, d'après les noms des célèbres mutins. Alors, ce point chaud de Pitcairn, son existence avait été déduite des datations de Pitcairn, de Mangareva et de Mururoa. Mais on ne l'avait jamais vu en activité. Or, en 2001, eh bien, notre station sismique des Gambiers a commencé à enregistrer des tremblements de terre qui venaient de l'Est. Et puis à Pitcairn, à l'île Pitcairn, il y a aussi une station sismique, donc on a localisé ces tremblements de terre. Et ces tremblements de terre, ils venaient de cette région-là. Et on en a eu 5700 en quelques mois. Évidemment, les habitants de l'île Pitcairn étaient secoués plusieurs fois par jour, donc ils ont appelé à l'aide. Donc ils ont contacté un géologue américain qui a ensuite prévenu la Nouvelle-Zélande. Les Néo-Zélandais qui ne savaient pas trop quoi faire ont prévenu la Grande-Bretagne, qui est normalement propriétaire de Pitcairn. Et la Grande-Bretagne nous a contactés, nous, au LDG, en nous demandant vous avez des infos, qu'est-ce qui se passe? Bon, on leur a dit bah oui, on détecte des centaines de séismes chaque mois de telle magnitude à telle magnitude, et donc bah, c'est tout à fait normal que les habitants de Pitcairn soient secoués très souvent. Mais ils commençaient vraiment à s'affoler à Pitcairn. Et puis, bon, ça s'est calmé, ça a duré quelques mois. Et puis pendant 20 ans, on n'a rien eu. Et puis là, vous avez droit à un scoop. En juin 2021, on a eu une nouvelle crise sismique qu'on a relocalisée, mais cette fois, ce n'est pas au même endroit. Cette fois, ça serait plutôt le volcan Bounty qui s'est manifesté. On a détecté beaucoup de tremblements de terre, mais on a aussi détecté des trémors volcaniques et même des explosions sous-marines. Donc là, on est certain qu'au niveau de Bounty, il y a de la lave qui est sortie au fond de la mer et qui a provoqué des explosions, et ces explosions en hydroacoustique ont été entendues très très loin.
Voilà, donc la magnitude maximum en 2021, c'était 5,1. Mais comme ces tremblements de terre étaient un peu plus éloignés de l'île, les habitants de Pitcairn n'ont ressenti que celui-là. Ils n'ont pas ressenti le reste de la crise, tant mieux pour eux. Bon, ils n'étaient pas trop inquiets et on ne les a pas prévenus d'ailleurs. Ça ne servait à rien de les affoler inutilement. On ne les a pas prévenus que ça bougeait beaucoup du côté de Bounty. C'était pas nécessaire. Le point chaud des Australes, ou je devrais dire les points chauds des Australes, on ne sait pas vraiment combien il y en a. C'est pour ça que j'ai mis 3, 4 ou 5. Il y en a quelques-uns qui sont certains, et puis d'autres qui sont un peu hypothétiques. On a déduit leur existence, mais on n'a pas pu la vérifier. Donc le premier point chaud, c'est le volcan McDonald. Donc il est ici. Et il a donné naissance à Marotiri. C'est un groupe de pitons rocheux qui sortent de la mer, dans des parages où les bateaux vont très peu souvent. Ensuite, Rapa a été formé par le volcan McDonald, et puis le banc Nelson qui est quelque part, je dirais, par ici. Donc ce volcan McDonald, c'est un volcan actif, puisque en 1987, 88, 89, on a détecté des éruptions volcaniques, pas en sismique, mais en hydroacoustique. Les hydrophones ont entendu à longue distance des explosions sous-marines, donc il se passait des choses au niveau du McDonald. Après, ça se complique, parce qu'on a un très bel alignement Rimatara, Rurutu, Tubuai, Raivave, et puis le banc du président Thiers, qui est presque affleurant. Sauf que cet alignement-là, il est décalé par rapport à la source du McDonald. Alors, est-ce que c'est le point chaud du McDonald qui s'est décalé pour une raison inconnue? Ou est-ce que dans cette zone-là, il y a un point chaud inactif actuellement qui aurait donné naissance à ces 4 îles? C'est une autre hypothèse. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Ensuite, on a le volcan Arago. Alors Arago, c'est un beau mont sous-marin qui culmine à moins 30 mètres. D'ailleurs, les plongeurs de la Marine nationale y sont passés il y a quelques mois, ils ont été plongés sur le volcan. Il y a des coraux qui poussent, il y a plein de poissons, mais il n'y a pas de trace d'activité volcanique sur Arago. Mais Arago a été daté, et il est relativement récent. Et il aurait donné naissance aux îles de Atiou, Maouké, qui sont aux îles Cook, et il aurait provoqué une éruption à Rurutu. Alors Rurutu, à Rurutu, on trouve des roches volcaniques de 2 âges très différents. Donc Rurutu s'est formé une première fois et serait passé ensuite à proximité du point chaud Arago, qui aurait causé une sorte de réveil de l'activité volcanique plusieurs millions d'années après, et donc ce qui expliquerait qu'on ait 2 périodes de formation pour Rurutu. Et puis à Rarotonga, ici, on a des îles volcaniques. Rarotonga, c'est une île haute, avec des datations, je crois, de l'ordre de 1 million à 2 millions d'années. Et ça ne colle pas du tout avec une hypothèse de point chaud au McDonald, ici ou à Arago. Donc il faut imaginer un 4e point chaud qui aurait donné naissance à Rarotonga et puis peut-être à quelques îles qui sont dans les parages. Donc là on est à 4 points chauds, 2 sûrs et 2 un peu problématiques. Alors des datations très récentes, en 2019, ont encore compliqué un petit peu les choses, toutefois en corrigeant certaines datations, et donc on voit bien que le point chaud McDonald
a donné naissance à Marotiri Rapa. On retrouve ici Rimatara, mais bon, pas tout à fait dans l'alignement. Mangaya aussi aurait été formé par MacDonald. Ici, un point chaud inconnu, donc, qui aurait donné Raivave, Tubuai et Rurutu. Et puis ici, Arago, qui aurait réveillé Rurutu et donné ces âges-là, alors que Rurutu était plutôt ici, la partie ancienne de Rurutu est ici, vers environ 13 millions d'années. Et puis, ici, alors là, les auteurs ont même mis 2 points chauds pour expliquer les âges qu'on a mesurés pour les îles des îles Cook. Donc là, on arrive à 5. Donc on a encore beaucoup de choses à éclaircir au niveau des australes. Des points chauds qui sont inconnus, d'autres points chauds qui auraient pu se déplacer latéralement. Donc il y a encore beaucoup de choses à étudier sur les australes et on ne comprend pas tout. L'autre difficulté aussi aux australes, c'est que les volcans sont difficiles à surveiller parce qu'ils sont très loin. On a une station sismique à Tubuai, mais elle est quand même très très éloignée pour surveiller le MacDonald. Et donc quand il y a eu la crise volcanique du MacDonald en 88-89, on n'a pas enregistré de tremblement de terre avec notre réseau. Nos stations étaient trop éloignées, mais par contre on a enregistré des ondes hydroacoustiques. Alors là j'en termine avec les points chauds. Donc je vais parler de la ride de Puka Puka. C'est la ride que je vous avais montré tout au début, cette espèce de ligne bleue là, qui existe au nord des Tuamotu. Et elle a été découverte dans les années 95. Puis il y a des navires océanographiques qui sont allés faire des reconnaissances dans cette région-là pour voir un petit peu ce que c'était que cet alignement de monts sous-marins. Et on en voit ici une toute petite portion. Et ces monts sous-marins, en fait, ce sont des sortes de rides assez allongées, en échelons, qui sont décalées les unes par rapport aux autres. Les géophysiciens ont fait des prélèvements, ont daté les roches de ces rides, et on trouve des âges relativement récents, de 7 à 13 millions d'années, alors que le plancher océanique ici a environ 30-40 millions d'années. Donc ça veut dire que ces rides montagneuses là se sont formées après la formation de la plaque. Par quel phénomène? Ça ne peut pas être un point chaud, puisque les âges ici ne montrent pas de progression. Ce n'est pas plus vieux ici et plus jeune ici. Alors l'interprétation qu'on en fait aujourd'hui, c'est que un point chaud, c'est un panache mantélique qui traverse la croûte océanique et qui donne naissance à un volcan. Donc là, ici, on voit le panache, des courants de convection dans le manteau qui ramènent du magma. Et c'est le point chaud classique. Pour la ride de Puka Puka, eh bien, on serait plutôt face à une déchirure de la plaque pacifique. La plaque pacifique, comme je vous l'ai dit au début, c'est une très grande plaque, relativement mince par rapport à sa taille. Et elle passe sous les Tonga Kermadec. Dans le Pacifique Nord, elle plonge sous les Kuriles, le Japon et les îles Mariannes. Et elle est soumise à des contraintes, cette grande plaque, et elle a tendance à se déchirer. Et donc, si on a un déchirement, ici, on a un amincissement de la lithosphère, on a de la fracturation qui peut permettre aux matériaux chauds du manteau supérieur de trouver un passage et de former des rides volcaniques, ce qui pourrait expliquer donc la formation de cette ride volcanique de Puka Puka. Alors bien sûr, le phénomène est quand même assez ancien, entre 7 et 13 millions d'années. La plaque ne s'est pas plus déchirée depuis.
Mais bon, que se passera-t-il dans quelques dizaines de millions d'années? Peut-être que la plaque pacifique se séparera en deux plaques, une plaque Pacifique Sud, une plaque Pacifique Nord. C'est envisageable, mais on ne sera plus là pour le voir. Alors, donc, pour les points chauds, on a encore beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse. Y a-t-il des points chauds inconnus en Polynésie? Peut-être. On n'a peut-être pas encore tout trouvé. On a des zones d'activité sismique à certains endroits de la Polynésie. Il y a des monts sous-marins. On se demande bien pourquoi c'est aussi sismique, et il y a peut-être des volcans à cet endroit-là. Notamment au nord de Bora Bora, à 150 km au nord de Bora Bora. Peut-on prévoir les crises volcaniques des points chauds? On a vu que pour Tahiti, il y avait une certaine régularité dans les crises volcaniques, mais ce n'est pas encore confirmé. Quant aux autres points chauds, on manque de recul, on n'a pas d'informations anciennes, on n'a que des informations sur une soixantaine d'années, pas plus. De nouveaux points chauds peuvent-ils apparaître? C'est fort possible. Un point chaud, il s'est bien formé un jour. Il y a des points chauds qui meurent, qui s'éteignent, il y en a forcément d'autres qui naissent, et comme on est en Polynésie, dans une zone relativement fragile, eh bien, on pourrait très bien imaginer la formation d'autres points chauds qui pourraient apparaître. Bon, pas au Tuamotu, parce que les Tuamotu sont un plateau relativement épais et solide, mais dans les autres régions, australes ou marquises, bon, on pourrait avoir d'autres points chauds qui se forment. Un point chaud peut-il s'éteindre? Alors là, c'est la grosse question. Il y a des géophysiciens qui s'amusent à rechercher des traces de nos points chauds à nous dans le Pacifique Nord. Ils vont dater des monts sous-marins très anciens, de 20 ou 30 millions d'années, et ils essayent de voir si ces volcans sous-marins anciens peuvent avoir été formés par nos points chauds à nous. Et des fois, ça colle assez bien. Donc, il y a peut-être certains monts sous-marins du Pacifique Nord qui ont été formés il y a très longtemps par le point chaud des Australes ou le point chaud de la Société. Donc a priori, peut-être que les points chauds ne s'éteignent jamais, je ne sais pas. Enfin, le moteur des points chauds, qu'est-ce qui alimente ce panache? Pourquoi est-ce qu'on a des panaches qui remontent de très profond, d'autres moins profonds? Pourquoi ces panaches sont-ils aussi fixes et aussi durables? C'est des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse, parce que c'est très difficile de savoir ce qui se passe dans le globe, dans le manteau terrestre. On ne peut avoir d'informations que par des méthodes indirectes, pas très très précises. Et donc on a encore beaucoup de progrès à faire. On utilise tout ce qu'on a comme mesure sous la main. On utilise les ondes sismiques, on utilise le magnétisme, on essaye avec la géochimie de savoir quelle est la nature des roches qui se trouvent dans le manteau. Mais bon, on a encore beaucoup d'inconnus à résoudre au niveau du moteur des points chauds. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop technique. Et donc, si vous souhaitez poser des questions,